On va parler du stress. C'est vrai que c'est un véritable fléau dans notre culture et c'est pas d'aujourd'hui parce que quand j'ai commencé en 87, c'était même un vrai souci dans les entreprises. Il y avait des taux de suicide. On parlait des suicides importants qu'il y avait dans les entreprises à cause du stress, parce qu'il y avait de telles pressions. Et le stress était des deux côtés, hein, aussi bien des patrons, parce que je recevais énormément de chefs d'entreprise dans mes cours que d'employés qui souffraient vraiment du stress. J'ai même été consultant à France 3 pendant toute une année dans le cadre de la gestion du stress. Donc à l'époque, dans 87, c'était vraiment une des principales demandes qui étaient faites par les entreprises. J'ai été aussi je suis très largement intervenu dans de nombreux centres hospitaliers de la région de Strasbourg, toujours dans le cadre de la gestion du stress aussi, on parlait d'efficience personnelle, mais c'était plus pour dire que voilà, on essayait de trouver des outils pour vivre mieux, plus en paix. Vous allez découvrir la démarche dont je vais vous parler. Ce sont 30, comme vous l'avez vu, ce sont 31 clés. Graduelles, progressives, qui vont vraiment vous donner tous les moyens, et pas seulement pour gérer votre stress, pour accéder à votre potentiel, et qui se pratiquent dans le plaisir, dans la joie. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes, si vous avez 20 minutes de plaisir à vous offrir par jour, alors c'est tout à fait pour vous. C'est très ludique, c'est très enrichissant. Il y a beaucoup de connaissances qui sont développées dedans. Donc ça va vous donner des clés innombrables, pas seulement pour gérer votre stress ou gérer vos émotions, mais aussi pour acquérir davantage confiance en vous, pour avoir plus d'aplomb dans la vie, plus de recul, de mieux vous affirmer, de faire preuve de plus de créativité aussi. Ça serait même trop long de décrire tous les bénéfices qu'on peut retirer de cette démarche. Mais on va d'abord parler du stress, de ce qu'est réellement le stress et quels sont ses effets. Alors pour ça, on va utiliser des schémas. On va prendre le premier schéma. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Imaginons, en haut, vous avez ce qu'on appelle le stresseur ou la situation stressante. Et vous avez, regardez plutôt d'abord la courbe. Après un stress, vous avez eu un événement stressant, et ensuite vous avez une phase de récupération qui est plus ou moins longue selon les personnes. Ça dépend de votre état du moment quand vous avez subi le stress. Et vous avez ce qu'on appelle la réaction au stress, qui elle, pareil, est plus ou moins importante selon les personnes, selon les individus. Imaginons par exemple une personne qui manque de confiance en elle face à une situation qui va exiger d'elle, eh bien elle va avoir un stress beaucoup plus important qu'une personne qui a vraiment confiance en elle. On va passer, alors, petite chose, donc vous voyez la flèche en rouge, notez bien, on va voir pourquoi par la suite. Alors, maintenant, on va passer à la suite, deuxième image. Ça, imaginons, c'est une situation de stress, on va dire, normale. C'est à l'époque où on vivait au rythme du sabot des chevaux, donc on avait le temps, on prenait le temps, on avait le temps de se récupérer. Donc on a des stress. Le stress, c'est une situation, on va dire une réaction tout à fait normale de notre organisme et de notre psychisme qui mobilise ses ressources pour faire face à une situation donnée, pour donner une réponse qui soit la plus appropriée possible. Donc vous avez un stress, par exemple le matin, et ensuite vous entrez dans une phase de récupération qui est plus ou moins longue, encore une fois selon les personnes. Mais vous avez le temps de vous récupérer, et à nouveau un stress se produit, et ensuite vous vous récupérez, et vous avez comme ça tous des petits stress, enfin des petits et des grands stress qui peuvent vous arriver dans votre vie, mais vous avez le temps de vous récupérer. Et puis un long week-end où vous vous reposez, vous faites pas trop d'ordinateur, pas trop de télé, vous vous détendez, vous allez respirer dans la nature, et là vous vous récupérez, vous retrouvez vous voyez, le niveau moyen de stress. On va passer à la troisième étape. Ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Le niveau moyen de stress des gens est extrêmement élevé. Extrêmement élevé parce qu'on est dans une sursollicitation. On a un stress et on a à peine le temps de récupérer qu'un autre stress arrive. Et quand je parle de stress, c'est pas seulement des grosses situations de stress, c'est tous ces petits stress aussi au quotidien, c'est des contrariétés qui s'ajoutent les unes aux autres qui font que notre journée est quand même très sollicitée. Il y a tous les stress aussi passifs, comme par exemple l'ordinateur, on est bombardé d'effets lumineux, etc., tout au long de la journée. Donc, notre système nerveux, lui, est extrêmement sollicité, et donc vous voyez qu'on arrive en fin de journée, on a à peine réussi à se récupérer. Et il y a de moins en moins de personnes qui arrivent à aller se coucher le soir apaisées,
détendu, et souvent on s'endort, et d'ailleurs on dit souvent qu'on se réveille comme on s'est endormi. Et donc ce qui est dans l'idéal, c'est d'arriver le soir, d'être vraiment détendu et de pouvoir s'endormir détendu. Mais malheureusement, c'est plus le cas de beaucoup de personnes. On va voir la quatrième. Donc là, on va revenir maintenant. Regardez bien. Donc là, vous avez la réaction dont je vous parlais tout à l'heure. Donc qui est plus ou moins importante selon les personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est cette réaction, elle vient d'où ? En fait, elle vient de notre perception de la situation. Et vous comprenez bien qu'il n'y a pas une seule personne qui aura la même perception de la même situation. Vous mettez 10 personnes dans exactement les mêmes conditions, eh bien vous aurez 10 réactions différentes. Il y a des personnes qui vont très bien l'accepter, d'autres qui vont avoir des réactions importantes, et donc ça va dépendre de votre perception. Et c'est là où c'est très intéressant, parce qu'on peut agir directement sur la réaction. Il y a d'autres façons de traiter le stress, ça c'est la courbe. Regardez au niveau de la courbe, on peut réduire le temps de récupération par rapport à une situation stressante. Par exemple, je ne sais pas, vous allez faire un bon massage, vous avez eu un gros stress, on va vous faire un bon massage, ça va bien vous détendre, à condition que vous ne vous remettiez pas dans le stress, ça va vous détendre, vous allez vous récupérer, ça va aller mieux. Mais ça ne traite pas la cause du stress, parce que, imaginons justement, vous sortez de votre massage, vous allez dans la rue, et puis, je sais pas, il y a un incident qui se passe, et paf, votre stress se produit à nouveau. Donc vous êtes toujours dans cette réaction. Alors on peut prendre aussi des plantes, on peut faire toutes sortes de choses. Alors le moins bon, ce que certaines personnes ont tendance à faire pour calmer leur stress, c'est de boire le petit coup d'alcool. Ça, franchement, je déconseille. C'est pas l'idéal, parce que là, vous masquez complètement les symptômes du stress. Et c'est pareil quand vous prenez certains tranquillisants. Moi, je suis pas très fan, parce que c'est pas la solution idéale. Alors peut-être dans l'urgence, il y a eu vraiment des très grands stress, des très gros stress, et là c'est à voir avec votre médecin, mais pas de manière prolongée. C'est franchement pas l'idéal. Et puis bon, vous avez toutes sortes de remèdes qui sont proposés aujourd'hui, mais qui n'agissent pas sur la vraie cause du stress, qui agissent seulement sur la réduction par rapport à la récupération au stress. Donc voilà. Alors maintenant, on enlève l'image. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Donc vous avez compris maintenant que le stress, c'est pas la situation à l'extérieur qui est le problème. La situation, c'est plutôt le rapport que nous avons avec la situation extérieure. Je le répète, 10 personnes exactement dans la même situation, vous n'aurez pas du tout la même réaction. Imaginons, je sais pas, on vous lance un mot malheureux, vous avez 10 personnes, il y en a une personne par exemple qui manque de confiance en elle, mais elle va se replier, elle va se recroqueviller, peut-être même qu'elle va pleurer. Vous allez voir une autre personne qui va réagir par la colère, qui va se mettre très en colère, parce qu'elle se sent attaquée, se sent insultée. Et puis on peut imaginer une personne qui, elle, a suffisamment de recul, elle a suffisamment conscience de sa valeur, donc elle a assez confiance en elle, elle ne prend pas du tout ça comme une attaque personnelle, au contraire, elle a suffisamment de détachement pour voir que la personne, bon, elle est peut-être un peu, elle est dans un mauvais mood, comme on dit, comme disent les jeunes, c'est pas la forme. Donc elle a cette capacité de discernement par rapport à la situation. Et c'est là c'est très intéressant, ce que va vous apporter justement cette démarche. C'est ce recul dont on a besoin par rapport aux situations, pour pouvoir les apprécier à leur juste valeur, et de ne plus impliquer justement nos réactions émotionnelles dedans. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Alors c'est très facile à comprendre. Et c'est un fait d'observation, vous pouvez voir, le problème c'est que notre conscience a la fâcheuse habitude de suivre nos pensées, autrement dit même de s'identifier à nos pensées. Quand vous avez une réaction, c'est très intéressant le mot réaction. Réaction, ça veut dire revenir en arrière. En fait, la situation réveille quelque chose en vous, mais qui appartient au passé, qui appartient à votre histoire, sans rapport avec votre histoire. On ne va pas faire une psychanalyse, ça ne sert à rien. Mais c'est juste pour savoir que vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans la réaction. Vous réagissez plus ou moins fortement, encore une fois selon les individus, face à cette situation extérieure. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui crée cette réaction. Et on va voir qu'effectivement, il y a tout un jeu de réactions qui va être lié à la représentation mentale qu'on a de la situation. Et c'est d'ailleurs Quimby qui disait, Phineas Quimby, qui est un philosophe américain, qui disait « Votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées ». C'est pour montrer à quel point notre vie, c'est une projection
de notre mental. Et c'était Freud qui disait que quand il parlait de l'inconscient, c'est juste la partie immergée de l'iceberg, et tout le reste, c'est tout ce qui est en dessous. Et qu'on ne perçoit pas. Mais c'est tout ça qui constitue, qui est à l'origine de nos réactions. Alors, vous allez me dire, on ne va pas faire une psychanalyse, on ne va pas s'analyser pour voir comment on est stressé. On peut voir, au contraire, on peut apprendre à ne plus suivre ses pensées. Et c'est tout l'intérêt de la démarche dont je vais vous parler, qui est fondée sur les pratiques de méditation. Comme je viens de le dire, votre conscience, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'identifie aux pensées. Et vous n'en êtes même pas conscient. Elle suit vos pensées. Et comme on dit parfois, eh bien, je me suis laissé emporter dans mes émotions. Mais on a une autre alternative. On peut parfaitement percevoir et ressentir une émotion sans être emporté par cette émotion. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, vous possédez une faculté naturelle extraordinaire, que vous connaissez très bien d'ailleurs, c'est l'attention. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de pleine conscience, mais à l'origine, la méditation, ça existe depuis 4000 ans, ça a été beaucoup révélé par le Bouddha il y a 2500 ans, et on parlait déjà de l'attention, on ne parlait pas de pleine conscience, mais on parlait vraiment d'attention. L'attention, c'est une faculté qu'on possède tous. Lorsqu'on prête de l'attention à quelqu'un, par exemple, vous avez quelqu'un qui est malade, pas forcément quelqu'un qui est malade, mais quelqu'un qui a besoin d'attention, et bien vous allez lui prêter de l'attention. Et c'est intéressant, derrière le mot attention, il y a une notion de bienveillance aussi. En fait, vous allez développer de la bienveillance à l'égard de vous-même. Parce qu'effectivement, cette attention, vous allez vous la prêter à vous-même. Cette conscience qui était plutôt tournée vers l'extérieur, eh bien, on va la tourner vers nous-mêmes. On va s'appuyer sur certains processus physiques, sur certains processus mentaux, et puis on va approfondir au fur et à mesure. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Cette attention. C'est Pema Chodron qui disait que la pratique, que la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. En fait, c'est, comme je dis souvent aux personnes quand elles pratiquent, je leur dis maintenant que vous pratiquez, que vous êtes capable de vous accorder un quart d'heure, 20 minutes par jour, ça veut dire que vous êtes capable de vous prendre enfin en considération. Cette conscience qui était plutôt tournée vers l'extérieur, cette attention qui était plutôt tournée vers l'extérieur, eh bien, on la tourne vers nous-mêmes et on se prend en considération. On s'occupe de soi. Comme vous avez dû le voir dans la bande-annonce, j'ai eu le bonheur de fréquenter de nombreux sages, et notamment un grand maître du nom de Shimen Rinpoché, et qui appartenait à l'école Nyingmapa du bouddhisme tibétain. Et une chose qui est très intéressante dans le bouddhisme tibétain, c'est que dès le plus jeune âge, on apprend à l'enfant à être bon pour lui. Parce qu'on part de l'idée, on incarne la vie. Et comme nous sommes la vie, eh bien, on prend soin de la vie qu'on incarne. Pour eux, c'est évident. Ça n'a rien à voir avec le fait de se préoccuper de soi, qui est une tendance plutôt égotiste. On est tout le temps à surveiller, est-ce que j'ai toujours une bonne image de moi, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc. Ça, c'est pas prendre soin de soi. Et puis, c'est pas non plus, passer des heures devant le miroir, à se pouponner, etc. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est soigner son image. Mais prendre soin de soi, c'est bien prendre le temps pour se reposer, prendre le temps de la pause, prendre le temps pour apaiser son esprit, pour révéler ses potentiels, par exemple, aussi, pour construire son bonheur, etc. Là, on prend soin de soi, parce que ça va être très bénéfique aux autres. Parce que, comme je ne cesse de le répéter, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et si vous êtes en paix, si vous êtes plus détendu, eh bien vous verrez que vos rapports vont évidemment nettement s'améliorer. Et donc on va voir ça. Donc cette faculté d'attention est quelque chose d'extraordinaire parce que ça va vous permettre d'acquérir plus de stabilité. Votre conscience, plutôt que de partir dans les pensées, dans les émotions, comme elle le fait habituellement, eh bien elle va rester là. Vous avez entendu parler de l'instant présent, mais en réalité, on apprend à être là profondément où on est, et on ne suit plus les pensées. Alors au début, c'est pas évident, parce que comme notre esprit n'est pas du tout entraîné à ça, eh bien, on va suivre plutôt nos penchants habituels. Donc on va se laisser emporter dans nos émotions, on va partir dans nos pensées, ou on va se perdre carrément dans nos pensées aussi. Mais ça, cette capacité va au contraire permettre à notre conscience d'être beaucoup plus là. Vous allez acquérir plus de présence finalement, plus de présence à vous-même, et ça va vous donner plus de présence en général aussi. Et cette présence est bienveillante. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser différents supports, on va utiliser le corps, parce que le corps, lui, il est dans l'instant. Quand une sensation se manifeste au niveau du corps, elle se manifeste dans l'instant, jamais dans le passé, jamais dans le futur. C'est toujours dans l'instant, vous la percevez dans l'instant.
Eh bien, on va aussi porter cette attention sur le flux des pensées aussi, sur la respiration et sur plein d'autres fonctions. Vous allez approfondir et vous allez même découvrir un exercice extraordinaire qui est un exercice d'expansion du champ de conscience qui va vous donner de la hauteur par rapport à vous-même. Ça, c'est la base et c'est une base qui est indispensable parce qu'elle va vous donner du recul par rapport à vous-même. Elle va vous aider à ne plus vous identifier à vos pensées. Ça va vous apporter une plus grande stabilité émotionnelle, un plus grand recul et ça va vous aider en apaisant votre esprit. Vous verrez qu'ayant l'esprit beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, vous avez une vision beaucoup plus claire des situations auxquelles vous êtes confrontés. Vous êtes beaucoup plus capable de faire la part des choses. Au niveau de la santé, c'est très intéressant parce que maintenant, il y a énormément de publications qui ont été faites d'un point de vue scientifique extrêmement rigoureuses. On sait que par exemple, au bout de 3 semaines de pratique de méditation, on voit une augmentation des anticorps de 30%. Donc c'est assez considérable. Il y a une normalisation de la pression artérielle, une diminution du taux d'acide lactique dans le sang, le cœur bat plus calmement, les échanges se font beaucoup mieux, beaucoup plus librement au niveau du corps. Il y a l'apaisement au niveau de l'esprit entraîne un ralentissement des ondes cérébrales, donc on voit apparaître plutôt des ondes alpha, et on sait que les ondes alpha contribuent très largement à notre équilibre psychologique. Donc vous voyez, tout ça est très bénéfique. Ça, c'est une première étape, mais ce n'est pas la seule. C'est pour ça que souvent, beaucoup de personnes, je constate aujourd'hui, confondent la méditation et la pleine conscience. Ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est une partie de la méditation. La méditation, c'est tout un entraînement de l'esprit qui vous offre tous les outils nécessaires pour, d'une part, identifier les vraies causes de la souffrance et les outils pour pouvoir vous en libérer, et d'identifier clairement les vraies causes du bonheur pour pouvoir les actualiser dans votre existence. C'est tout ça la méditation. Donc il y a un deuxième aspect qui est très important. Parce que si vous vous limitiez à ça, au bout d'un certain temps, vous verrez, vous allez être freiné, ça ne marchera plus. C'est pas que ça ne marchera plus, mais ça va demeurer une démarche assez superficielle. Très régulièrement, on a des personnes qui viennent, qui ont passé 10 ans, 15 ans de méditation. Je me souviens d'une personne qui a fait 30 ans de méditation et qui a fait les cours, qui nous a dit, mais en fait, je me rends compte que je ne savais pas méditer. Il n'y a pas très longtemps, dans un de nos stages, une personne qui était bouddhiste et qui suivait la voie bouddhiste depuis plusieurs dizaines d'années, qui, là pareil, disait, en fait, il y a plein de choses qui m'avaient échappé sur la méditation que je ne comprenais pas. Donc le deuxième volet, et ça c'est très important, c'est d'ailleurs Shinzen Rinpoche lui-même qui m'a dit un jour, l'être humain, c'est comme une voiture à 2 moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant et l'autre qui tire en arrière. Le moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations, et principalement notre aspiration au bonheur. On aspire tous à être heureux, à avoir une vie satisfaisante, parce que sinon, pourquoi entreprendre tout ce qu'on entreprend si ce n'était pas pour, par exemple, avoir un métier épanouissant, d'avoir des relations heureuses, etc., dans lesquelles on s'épanouit. Derrière, il y a une idée du bonheur. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'on obtient le bonheur de cette manière? Ça, c'est une autre question. Mais il y a cette aspiration au bonheur. Mais de l'autre côté, il y a ce moteur qui nous tire en arrière. Et c'est quoi ce moteur qui nous tire en arrière? Eh bien, ce sont toutes ces perceptions, autrement dit, toutes ces vues fausses, toutes ces appréciations, mais aussi la peur, la culpabilité aussi, c'est un point très important qui est très freinant. Et vous avez toutes ces forces antagonistes qui sont là à nous freiner. Et on va voir dans ce deuxième niveau, qui est très important, c'est que d'une part, on va voir comment donner de la puissance à ce moteur qui nous pousse en avant, de voir comment on peut mobiliser, favoriser impulser cette énergie à nos aspirations, et comment neutraliser ces forces antagonistes. Et c'est pour ça que vous avez 12 clés, 12 exercices. C'est une richesse absolument extraordinaire. Vous allez découvrir, par exemple, dans le premier exercice, comment prendre beaucoup plus rapidement de la hauteur par rapport à vos émotions. Ça, on appelle la pratique le sourire intérieur. Vous allez voir comment vous avez éveillé de la compassion pour vous-même, de la compassion à l'égard de cette personne parfois emportée, qui se laisse parfois déborder par ses émotions, par son stress, et au lieu de vous fustiger, eh bien vous allez avoir cette attitude bienveillante à l'égard de vous-même qui va un peu dégonfler tout ça, toutes ces tensions inutiles. Le deuxième cours complètement consacré à la culpabilité, parce que c'est un véritable fléau dans les cultures. Ça rend les gens
ça génère beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, ça conduit au perfectionnisme, à des attitudes destructrices ou autodestructrices, voire parfois, dans les cas les plus sévères, au suicide. Et c'est un véritable poison dont il faut absolument pouvoir se débarrasser. Alors j'entends parfois des énormités des gens, mais est-ce que ça ne déresponsabilise pas les gens de ne plus être coupables? Je dis, mais c'est tout l'opposé, parce que quelqu'un qui est coupable, il a tellement honte parfois de ce qu'il a fait, qu'il va avoir un mal fou à reconnaître ses erreurs. On va même les refouler, même parfois on va en vouloir à la personne qu'on a blessée, alors que c'est nous qui sommes fautifs, et on va vouloir à la personne en disant que c'est de sa faute, elle avait qu'à pas faire ça. Vous connaissez ce genre de scénario, mais au contraire, quand on est libre de culpabilité, eh bien, on est plus à l'aise parce qu'il n'y a plus ce jugement intérieur qui nous empêche de reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. Et parfois, on va reconnaître, mais effectivement, notre comportement était erroné, il n'était pas juste, il n'était pas très approprié. Eh bien, on est capable de le reconnaître et de se réajuster, de regretter, ce qui est très différent du remords qui est généré par la culpabilité. Et donc, on va vers une attitude beaucoup plus saine, beaucoup plus apaisée, et beaucoup plus constructive surtout dans nos rapports avec les autres et dans les situations, parce que parfois on fait des choses parfois dont on n'est pas très fier, et si on n'est pas capable de regarder tout ça avec suffisamment de recul, sans y mettre en plus un jugement sévère qui va nous empêcher de reconnaître justement qu'on n'a pas eu un comportement très heureux ni très approprié, effectivement le sentiment restera très désagréable, parce que c'est toujours très désagréable de reconnaître qu'on a peut-être participé à des choses qui n'étaient pas très heureuses, directement ou indirectement, mais la culpabilité ne va aider personne. Le sentiment de culpabilité ne va aider personne, et certainement pas la personne, si par exemple on a blessé quelqu'un, certainement pas la personne qui a souffert de notre fait. Donc c'est une leçon qui est vraiment très importante, parce qu'elle va vous aider à vous libérer de cette charge très lourde que peut faire peser sur nos épaules la culpabilité. Après, on vous montre l'acceptation de soi, qui est aussi une pratique extraordinaire, parce que vous allez apprendre à vous accepter, mais s'accepter, c'est pas juste, voilà, comme ça, s'accepter, c'est que vous avez des richesses en vous, vous avez des qualités humaines, mais souvent elles sont masquées, entre autres par la culpabilité, par le jugement de soi, par le manque d'amour de soi, et on n'est pas capable de reconnaître ces qualités, et elles sont inhérentes à votre nature. Vous n'avez même pas besoin de les inventer, vous avez besoin de les fabriquer, elles sont là, présentes en vous. Il s'agit de mettre un peu plus de conscience dessus pour s'en rendre compte. Et ça va vous entraîner vers une plus grande estime de vous-même, ça va vous redonner confiance en vous, et puis aussi, vous allez apprendre à poser un regard très différent sur votre négativité, sur ce que vous appelez des défauts. Au contraire, vous allez apprendre à positiver tout ça. Par exemple, vous ressentez de la colère, vous vous dites c'est pas bien de se mettre en colère, mais en fait c'est pas une question de bien ou de mal. En fait, vous allez voir que si vous appliquez de la bienveillance à l'égard de votre propre colère, vous allez voir que derrière cette colère souvent, mais se cache de la peur ou de la tristesse. Donc combattre la colère par la colère ou par le mépris, c'est pas la solution. C'est comme parfois je dis des personnes, si vous êtes blessé, est-ce que vous allez frapper la blessure pour la faire guérir? Ben non. Mais quand vous vous en voulez quand vous vous en voulez d'être en colère, en fait, c'est exactement ce que vous faites. Donc ça marche pas. Vous savez très bien que c'est un échec. Donc se combattre. Et vous voyez, c'est tout le problème de notre culture aujourd'hui. Comme on a une culture du paraître, du faire et de l'avoir aussi, et non de l'être, eh bien c'est tout le problème. C'est que comme on essaie de donner une bonne image de soi, une certaine image de nous-mêmes, eh bien on est en conflit permanent contre nous-mêmes. Parce qu'on doit combattre tout ce qui n'est pas en rapport avec cette image qu'on veut donner aux autres. Et donc, dès que des émotions, dès que des pensées contraires viennent à la conscience et viennent saper l'image qu'on se fait de soi, eh bien, on entre là, on est extrêmement tendu, et on tente de refouler de toutes nos forces ces manifestations. Mais c'est pas comme ça, et comme disait, c'est un sage indien qui disait, toute la journée, vous essayez d'être quelqu'un, donc vous faites de grands efforts pour être un bon patron, pour être une bonne mère, un bon père, etc., pour être
un enfant qu'on va apprécier, ou alors des fois on va faire exactement l'inverse, on va tout faire pour se faire détester parce qu'on a besoin d'attirer l'attention aussi. Enfin bon, bref, mais il dit à la fin de la journée, vous êtes épuisé parce que c'est fatigant d'être quelqu'un. Alors que si vous étiez simplement vous-même, de découvrir ce que vous êtes, d'avoir cette bienveillance justement à l'égard de vous-même qui va vous aider à vous révéler, eh bien ça change tout à fait les choses. Donc ça c'est vraiment un aspect qui est très important, de prendre à s'accepter. Alors il y a plein d'autres pratiques, je ne peux pas toutes vous les décrire, vous les avez sur le site, sur comment mobiliser ces énergies pour favoriser la réalisation d'un objectif, toutes ces merveilleuses pratiques de visualisation, d'imagerie mentale, de suggestion qui sont des pratiques très puissantes, mais il y a aussi des pratiques qui s'adressent au corps pour favoriser le processus de guérison au niveau du corps. Et puis, vous avez une pratique qui est extraordinairement déculpabilisante et qui va vous aider à légitimer votre bonheur, qu'on appelle l'équanimité des sentiments. Il y a, j'ai complètement oublié, un cours complètement consacré à la confiance en soi aussi et à la motivation qui sont des clés très importantes dans l'épanouissement et la réussite d'une vie. Et puis, pour terminer, vous avez un exercice sur une initiation à la véritable nature de l'esprit. Et là, on touche un point très important qui nous fait basculer vers le troisième niveau. Le troisième niveau est quelque chose de fantastique parce que vos potentiels se trouvent à ce niveau-là, au niveau de votre véritable nature. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la véritable nature ? Je vais essayer de vous donner une image. Essayez d'imaginer les nuages et le bleu du ciel. Les nuages, ça serait justement votre mental, vos pensées, vos émotions, toutes ces croyances, votre ego aussi, tout ce qui constituerait votre personnalité apparente. Et le bleu du ciel, c'est ce que vous seriez par nature. Et nous, on est fixé, notre attention est fixée sur les nuages. Alors des fois, on a des beaux nuages, donc on a une belle image de soi, on est très content, etc. Mais des fois, c'est un peu sombre, c'est pas trop le problème. Et on change tour à tour, parce que les pensées sont changeantes, les émotions sont changeantes, sauf si on est un psychorigide qui essaie de se figer dans un état, mais ça crée des tensions énormes. Mais on a rarement conscience. Mais de temps en temps, il y a des percées, on a rarement conscience de notre vraie nature. Quand, par exemple, vous avez, en tout cas j'espère que ça vous est arrivé, spontanément souhaiter du bonheur à quelqu'un, mais sans aucune arrière-pensée, sans aucun intérêt personnel, c'est vraiment d'être capable comme ça. Essayez d'imaginer, par exemple, vous pensez à un petit enfant, à son innocence, sa joie de vivre, essayez pendant un moment comme ça, d'essayer d'imaginer cet enfant. Voilà, il est là. Et vous allez avoir un élan spontané de tendresse, de lui souhaiter vraiment d'avoir même plus tard une vie plus heureuse, etc. Ou alors quand vous voyez quelqu'un qui est vraiment dans la douleur, dans la difficulté, et vous avez cet élan spontané, même si c'est pas quelqu'un que vous connaissez, mais je dis pas cette attitude condescendante, oh le pauvre, c'est sous-entendant, moi j'aimerais pas être à sa place. Non, au contraire, une vraie attitude de compassion, et ça nous arrive tous, de vraiment souhaiter à ces personnes qu'elles puissent se sortir vraiment de cette difficulté. Et là, vous avez cet élan. Eh bien là, vous êtes davantage en contact avec ce que vous êtes par nature. Et ça fait de vous un être extraordinaire, parce que on dit les sentiments négatifs nous font rapetisser, les sentiments positifs nous font grandir. Quand vous êtes capable d'émaner et de manifester de l'amour, de la compassion, voire de la fraternité, et en fait, là, vous grandissez. Et on a constaté, et ça c'est très intéressant, parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites aux États-Unis là-dessus, sur les émotions, sur les effets des émotions positives, ou plutôt en réalité les sentiments positifs. En fait, l'amour et la compassion, c'est un état, ce n'est pas une émotion. C'est un état, et c'est même un état stable, contrairement à l'émotion, parce que vous pouvez avoir de l'amour, ce qu'on appelle l'amour attachement, vous allez avoir de l'amour pour quelqu'un, parce que vous y êtes attaché, mais ça c'est très différent. Mais l'amour, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, ou l'amour altruiste, en fait c'est un état. Et c'est un état qui est stable, qui vous apporte de la stabilité, qui vous apporte de la maturité aussi. Et personnes qui sont capables de cultiver l'amour, la compassion, la bienveillance, sont des êtres qui ont une plus grande maturité et qui sont capables d'avoir des relations constructives avec les autres. Par exemple, dans une relation, en fait, ils n'attendent pas que ce soit l'autre qui leur apporte le bonheur. Eux, ce qui les intéresse, c'est ce qui les préoccupe, c'est de se dire comment est-ce que je peux nourrir ma relation avec l'autre, comment je peux l'enrichir. Donc ils s'occupent plus de la relation parce qu'ils savent qu'ils sont
co-créateurs de la relation. Et c'est en enrichissant leur relation que vont en bénéficier. Donc il y a une attitude très différente. Dans l'attitude égocentrée, eh bien, on en veut à l'autre parce qu'il ne répond pas à nos désirs. Et on est toujours frustré parce que ça ne se passe jamais comme on désire. Donc là, vous voyez, c'est tout à fait différent. Et en plus, dans cette dimension de la véritable nature de l'esprit, eh bien, il y a toutes nos richesses, tout notre potentiel. Je vais vous faire une petite expérience très sommaire comme ça, pour vous aider à cerner encore plus ce que vous êtes par nature. Prenez vos pensées. Prenez n'importe quelle pensée qui apparaît à la conscience. Au bout d'un certain temps, cette pensée, elle apparaît, mais elle ne reste pas dans le champ de conscience, elle disparaît. Vous voyez bien que tout au long de la journée, vos pensées ont changé. Vous n'êtes pas avec la même pensée pendant toute la journée. Vos pensées, elles changent. Elles apparaissent, elles disparaissent, elles changent, sont remplacées par d'autres. Mais quand une pensée disparaît, vous n'avez pas le sentiment qu'un petit peu de vous disparaît avec la pensée. Vous êtes d'accord? Vous êtes là en arrière-plan, conscient de la pensée. Donc, ça veut dire quoi? Que vous n'êtes pas vos pensées. Puisque ces pensées changent, fluctuent sans arrêt. Mais que vous êtes capable d'en être conscient. Qui est conscient de ce changement des pensées? Et là, on met un point vraiment très important. Et si on approfondit ça, et c'est ce qu'on va faire dans ce troisième niveau, qui est extraordinairement passionnant, parce que vous allez découvrir, révéler toute votre véritable nature, qui est exempte de toute forme de croyance. Il n'y a aucune croyance, et c'est ça que j'adore, parce que moi, quand j'ai découvert les enseignements bouddhistes, entre autres, c'est pas du bouddhisme que vous allez faire, mais on retrouve les mêmes fondamentaux. Ce que j'ai adoré dans l'approche bouddhiste, c'est que Bouddha disait « Ne croyez jamais ce que je vous dis, vérifiez-le toujours à la lumière de votre expérience. Vous devez remettre même en question mes propres enseignements pour vérifier par vous-même. » En fait, ces pratiques, c'est une invitation à l'autonomie, à la liberté et à voir par soi-même. Donc on est complètement à l'opposé d'une démarche sectaire. Dans la secte, on vous demande de penser comme vous, égard si vous ne pensez pas de la même façon. C'est ce qu'on appelle l'endoctrinement. Et là, c'est tout le contraire. On va vers une pensée beaucoup plus libre. On apprend à découvrir par soi-même, à faire preuve de curiosité, d'ouverture. On n'arrête pas. L'esprit est quelque chose d'extraordinaire parce que quand on lui laisse cette liberté de découvrir, vous savez, c'est intéressant le mot découvrir. Ôtez la couverture. Vous découvrez et vous découvrez le monde. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Donc, et ça, c'est toute la richesse. Donc vous allez voir plein d'enseignements. Il y a 12 enseignements qui sont donnés dans ce troisième niveau qui vous conduit vers la conscience de votre véritable nature. Et je peux vous assurer que ça change complètement parce que ça vous donne un tout autre angle de vue sur l'existence, sur vous-même, sur les autres. Et ça peut faire toute la différence. Essayez d'imaginer, vous êtes face à une montagne et puis vous êtes du côté de l'angle le plus escarpé. Puis vous aviez juste envie de faire une balade en allant tranquillement au sommet. Puis vous dites, non, ça ne va pas être possible, ça va être trop difficile, faut être très entraîné. Mais vous n'avez pas vu que de l'autre côté, eh bien, il y a une pente beaucoup plus douce qui vous permet d'y aller en vous baladant. En montant un petit peu, en faisant des efforts, bien sûr, mais c'est tout à fait possible. Eh bien, face à l'existence, c'est pareil. Souvent, notre perception ordinaire ne nous offre qu'un angle de vue. Alors que la pratique vous donne cette hauteur de vue qui vous permet d'apprécier les situations sous différents angles. Et c'est ce qui faisait dire à Dalai Lama qu'il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a toujours une mauvaise lecture de la carte du ciel. Et pour le dire autrement, c'est Aldous Huxley qui disait « L'expérience, ce n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. » Mais si vous avez les bons outils, si vous avez les bonnes clés, eh bien, c'est très différent parce que là, vous êtes équipé pour faire face et pour vous libérer à la fois de vos souffrances et des causes de la souffrance et d'engendrer, de créer davantage de bonheur. Voilà. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Je pense avoir suffisamment détaillé la démarche dont vous avez proposé de vous parler. Mm-hmm. Il y a déjà des questions ? Parce que les gens m'entendent pas trop. Tout à l'heure, je crois qu'on m'entendait pas trop. Alors, Caroline qui pose la question suivante. Nous sommes actuellement perpétuellement en contact avec des personnes qui envoient de l'agressivité gratuite, due sans doute à leur mal-être, et il est difficile de ne pas se tourner vers l'isolement. Comment ne pas devenir sauvage pour se protéger du stress ? Le problème, c'est que cette façon de procéder, effectivement, vous évite d'être
atteinte encore que... Mais ça ne vous libère pas de vos vulnérabilités par rapport à la critique. Et et en plus, ça vous isole. Vous êtes obligé de vous isoler. Donc, vous vous isolez et vous en souffrez parce que vous perdez ce contact. Là, on va voir, rappelez-vous cette phrase que j'ai dit au début de cette conférence, Kimby disait « Votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées ». Et c'est pas du tout jugeant, c'est juste un fait. Les bouddhistes considèrent que notre vie, c'est une émanation de nos pensées. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que rien ne nous arrive par hasard. Et qu'il y a comme une espèce de phénomène de résonance qui fait qu'on est en contact avec certaines personnes. Mais ces personnes, l'avantage de cette situation, c'est que quand vous êtes confronté à des personnes agressives, je l'ai été et je le suis encore aujourd'hui, parce qu'on ne fait jamais l'unanimité et vous avez toujours des personnes qui sont là pour vous balancer une insulte. Vous savez, quand on est un homme public, je peux vous assurer, on est exposé, on voit régulièrement tous les jours, parce que plus le nombre grandit. C'est-à-dire que, avant, je sais pas, il y avait 1 millier de personnes qui venaient, donc vous aviez, sur 1 millier de personnes, vous aviez une insulte. Bon, ça l'est encore, mais quand vous touchez 1 million de personnes, eh bien vous multipliez le nombre d'insultes d'autant. C'est pas que vous êtes très critiqué, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vous voient. Donc, il y a pour 1 million de personnes qui vous apprécient, vous en avoir sur le lot 1 millier de personnes qui vont projeter leur truc. Il faut savoir, c'est que la personne, c'est pas contre vous. C'est pas dirigé contre vous. Ce sont ses propres projections. C'est la représentation mentale qu'elle a de vous ou de la situation. C'est ce que ça réveille en elle. Elle le projette. Et en fait, c'est d'ailleurs un sage indien qui disait dans une relation, on n'est pas 2, on est 4. Il y a nous et notre ego. Et il y a une autre façon de le voir aussi, c'est par exemple, si quelqu'un se met en colère après vous, et que ça génère un malaise en vous. Vous, votre malaise, c'est votre problème. Et lui, sa colère, c'est son problème. Une fois que vous êtes libéré de votre malaise, lui, son problème, c'est sa colère. Sa colère, c'est plus votre problème. C'est fini. Ça lui appartient. C'est-à-dire, vous rendez à César ce qui est à César. Là, si vous prenez ces insultes pour vous, ça veut dire que ça vous touche quelque part. Mais vous isoler, ça ne va pas régler le problème. Parce que vous allez toujours rester vulnérable à la situation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à ne plus être vulnérable à ces situations. Et donc de faire grandir l'estime de vous-même, de faire grandir la confiance en vous et l'amour de vous-même aussi, qui est vraiment important, qui va vous aider à prendre de plus en plus conscience de votre valeur. Et quand une personne viendra vous faire une remarque désobligeante, ben vous saurez que c'est pas vrai. Même si elle se montre agressive. Et vous saurez même comment gérer ces situations dans lesquelles vous vous trouvez avec des gens qui peuvent être agressifs. Vous saurez, comme on dit, les retourner comme une crêpe, avec bienveillance même, sans être obligé d'entrer dans leur jeu de l'agressivité, et vous deviendrez habile à la communication. Mais gérer les autres, c'est d'abord se gérer soi-même. Donc ça commence par vous-même. Donc prenez soin de vous d'abord, apprenez à vous aimer, et vous verrez que ça va rentrer dans l'ordre. Je ne dis pas que ça ne prendra pas de temps. Donc, Cathy, pourquoi mes émotions sont-elles toujours négatives malgré moi, en dépression depuis 1 an? Vous dites bien, vous êtes en dépression, donc les pensées, c'est un peu les pensées qui vont avec. Donc là, il y a une démarche à faire. Je pense que c'est important. Alors, je pense que cette démarche pourrait vous apporter. En tout cas, c'est un adjuvant thérapeutique de grande valeur qui peut vous apporter. Je vous conseille évidemment de vous faire accompagner aussi à côté. Moi, quand j'étais en cabinet, je travaillais beaucoup avec les médecins chinois, médecine traditionnelle chinoise, rien à voir avec l'acupuncture. Hein. Je parle de médecine traditionnelle chinoise. Ce sont des gens qui ont fait 10 ans d'études, qui sont rompus à la médecine traditionnelle chinoise telle qu'elle est enseignée en Chine, et on avait d'excellents résultats. En associant les deux démarches, on arrivait vraiment à de très très bons résultats. Alors nous, on a quelques adresses de personnes, on a eu des retours sur eux, les gens sont vraiment très très satisfaits. Il y en a qu'on connaît d'ailleurs, même personnellement, qui sont même des amis, qui font un excellent travail. Alors ça dépend où vous vivez. On peut, en tout cas, vous pouvez nous envoyer un mail et par retour, on peut vous mettre leurs adresses. On a une personne à Lyon, on a une personne en Suisse, près de Lausanne, à Paris, à Strasbourg. Non, pas à Strasbourg, qu'est-ce que je raconte, en Bretagne. En Alsace, oui. Oui, et en Alsace, en Alsace, oui, 2 personnes en Alsace. Donc voilà. Et puis, il y en a peut-être une autre, je ne sais plus.
Donc voilà. En tout cas, ça peut vraiment vous aider. Alors, comment gérer, Valérie, et plusieurs personnes ont posé la même question, comment gérer ses émotions quand on est hypersensible et hyper empathique? Alors, effectivement, là, vous vous adressez à quelqu'un qui sait très bien ce que c'est, parce que j'étais ce qu'on appelle un hypersensible, et j'ai retrouvé une sensibilité normale. Alors aujourd'hui, je vois sur Internet, il y a vraiment des choses, moi, qui parfois m'hérissent un petit peu, parce que on fait des hypersensibles un cas à part. Je pense que Mathieu Ricard est celui qui a le mieux décrit cette situation. En fait, ce qu'on appelle l'hyper-empathie, c'est ce qu'on appelle la détresse empathique. C'est-à-dire qu'on a tous, il faut comprendre ce que c'est que l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à ressentir, à percevoir ce que ressent l'autre. Par exemple, s'il ressent de la peur, s'il est en état de souffrance, etc., on peut le ressentir. Il y a des personnes qui sont complètement coupées. Là, on n'est plus du tout dans l'hypersensibilité, ils sont complètement coupés, parce que pour X raisons, en fonction de leur passé, de leur histoire, peut-être des histoires génétiques, qui font que cette capacité d'empathie a disparu, et ça, on les retrouve souvent chez les psychopathes. Mais dans l'autre cas, l'autre extrême, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle la détresse empathique, c'est-à-dire qu'on a une véritable éponge, c'est-à-dire on prend tout, on ressent tout, mais on ne sait pas comment s'en défendre. Et c'est là où la pratique de l'amour, de la compassion, faut être une aide considérable, notamment, je parle, et à commencer par l'autocompassion ou la bienveillance à l'égard de soi-même. Parce que plus vous allez vous aimer, plus vous allez reconnaître votre valeur, et moins vous serez capable de faire la part des choses entre ce qui appartient à l'autre et ce qui vous appartient. C'est-à-dire que vous allez laisser à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire ce qui vous appartient, ce qui appartient à l'autre, appartient à l'autre. C'est-à-dire que vous n'allez pas perdre votre sensibilité, au contraire, vous allez rester sensible, mais c'est une sensibilité naturelle. Et croyez-moi, je sais ce que c'est. Et là, je vous en parle en connaissance de cause. Donc, je sais très bien ce dont je parle. Donc, il y a des personnes qui vont m'envoyer encore des mails pour me dire « Ouais, vous y connaissez rien, moi je suis hypersensible. » Parce qu'on a fait, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs, et je pense que c'est un tort, qui ont fait des hypersensibles, des cas à part. Et ce qui fait que ça les empêche de retrouver cette sensibilité naturelle. Et on parle de haut potentiel émotionnel, etc. Sauf que en attendant, toutes ces personnes, eh bien, elles souffrent. Alors que on va voir que derrière, souvent, il y a de la peur, le manque de confiance, etc. Et quand on arrive à retrouver cette conscience de sa vraie valeur, de ce que nous sommes, de retrouver confiance en soi, eh bien, cette tendance s'apaise. Et puis surtout, encore une fois, on arrive à faire la part des choses, et ça, c'est très important, entre ce qui appartient à l'autre et ce qui nous appartient à nous. Et ça, la pratique est vraiment très, très bénéfique. Première chose, la stabilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, les secrets de la guérison qui pose la question suivante. Il faut que je fasse quoi face à un pervers narcissique et sa famille et leurs amis? On fait comment pour s'en libérer? Oui, c'est du harcèlement gratuit. Il faut vous barrer là. Je ne vois pas. Ne subissez pas. Ne subissez pas. Je pense que ça, quelque part, vous devez manquer de confiance en vous pour ne pas pouvoir dire non. Vous savez, l'histoire des pervers narcissiques, on va parler tout simplement des manipulateurs. Il y a le manipulateur et le manipulé. Mais le manipulé, le problème, et on a eu une personne qui a vécu ça dans les stages, il n'y a pas très longtemps, elle a pris conscience de ça, parce qu'elle m'a entendu au début, elle avait du mal. Je lui ai dit, c'est l'histoire du bourreau et de la victime. Pour que le bourreau puisse exister, il faut qu'il y ait une victime. Et tant que vous êtes dans cette perception que vous avez de vous-même en tant que victime, eh bien, vous laissez une emprise à l'autre. Et c'est là, plus vous allez prendre conscience de votre vraie valeur, que vous allez acquérir davantage confiance en vous, eh bien là, vous serez capable de dire non à ce genre de maltraitance. Et là aussi, l'autocompassion, la bienveillance à l'égard de soi-même sont vraiment importants. Ce sont des choses qui vous protègent contre ce genre de manipulation. Parce que plus vous allez vous aimer, eh bien, vous n'accepterez plus ce genre de maltraitance. Vous n'accepterez plus ce genre de comportement. Et vous serez capable d'envoyer balader la personne, et même de trancher si c'est nécessaire, et de ne plus la laisser vous ennuyer. Et c'est important. Et c'est là où vous devez vraiment prendre votre vie en main. Ça, c'est vraiment indispensable.
Lénie, bonsoir Bruno, je viens de perdre mon chat hier. Je suis pas très bien, je le considérais comme mon fils, je suis perdue, que faire? Ah, je vous comprends, parce que moi j'adore les animaux et j'ai accompagné plusieurs de mes chats dans la mort. Ce sont des moments très, très touchants, très profonds, et parfois bouleversants, parce qu'effectivement il y a un attachement affectif qui se fait. Mais c'est là aussi, je pense que c'est très important. Là, l'amour, la compassion peuvent vraiment vous aider. Bah, évidemment pour vous, mais aussi maintenant que votre chat est décédé. Alors ça peut vous paraître incroyable, mais dans le bouddhisme, c'est ce qu'on fait. On continue à manifester de l'amour, de la compassion pour l'être qui est parti, avec cette prière vraiment, puisse-t-il partir dans la paix, connaître la paix, etc. Et ce sont des pratiques qui sont très puissantes parce que ça vous permet à la fois de préserver le lien, parce que souvent nous on a dans une culture, j'entends souvent les gens dire j'ai perdu quelqu'un, mais non, j'ai dit vous l'avez pas perdu. Le lien, il est toujours là. Moi, j'ai accompagné ma mère, elle est décédée, c'est moi qui l'ai accompagnée au moment de partir. Et heureusement, j'avais un esprit j'avais 30 ans, mais j'avais un esprit qui était bien entraîné, 29 ans même. J'avais un esprit qui était bien entraîné quand même déjà depuis pas mal d'années. Et j'ai pu l'accompagner. Et ça a été un moment extraordinaire parce que la mort nous renvoie à des choses essentielles, ça nous ramène à ce qui est le plus essentiel dans notre vie. Nous, on veut pas entendre parler de la mort, c'est quelque chose qui nous terrifie dans nos cultures, alors qu'elle révèle le sens à la vie, c'est elle qui nous aide à trier nos priorités. C'est un sage tibétain qui commençait toujours ses enseignements en disant toujours « nous sommes tous en train de mourir », et puis il éclatait de rire. Alors, les Occidentaux, eux, ne rient pas quand on fait ça, enfin la plupart en tout cas, mais parce qu'il essayait déjà de dédramatiser, et puis aussi, surtout, de nous aider à regarder la mort comme un fait de la vie. On va tous mourir, c'est un fait. On n'y échappera pas. Comme disait Dalai Lama, si vous inquiétez pour votre mort, vous inquiétez pas, vous mourrez avec succès. Et toutes les personnes qui sont autour de vous mourront, parce que c'est la fin d'un processus. C'est pas la fin de la vie, c'est la fin d'un processus. Ça, c'est encore autre chose. Et je pense que la spiritualité peut être une spiritualité bien menée aussi avec sérieux, peut être vraiment un rempart vers ce genre de souffrance, peut vraiment vous aider. Et puis, moi, en attendant, vraiment, je vous invite vraiment à prier pour votre chat, à continuer à l'aimer et accepter votre souffrance, à vous laisser traverser par ce que vous ressentez pour le moment, parce que j'imagine, ça doit être très très difficile pour vous à cause de l'attachement, mais vous verrez que bon, après, il y a le deuil, le temps fera le reste, et ce qui est vrai pour les animaux est vrai pour les humains aussi. Rachel, la méditation peut-elle, entre guillemets, guérir, entre guillemets, les peurs profondes telles que l'hypocondrie et la peur de la mort? Alors, on sait d'un point de vue scientifique aujourd'hui que la méditation a de véritables incidences, effectivement, sur ce genre de choses. Personnellement, j'ai vu régulièrement des personnes venir dans mes cours avoir ce genre on appelle ça des troubles dans notre culture, en tout cas ce genre d'affection qui, avec la pratique, arrivait vraiment à se débarrasser de ce genre de difficultés. Mais là aussi, c'est pareil. Je reprends l'exemple des nuages tout à l'heure dans le ciel. La souffrance, la maladie, elle se trouve au niveau des nuages. Et plus vous allez déplacer votre attention et prendre conscience de votre vraie nature, là où se trouvent les potentiels, plus ça va vous aider à avoir cet aplomb et à ne plus vous laisser accaparer par les tendances du mental. Entre autres les peurs et toutes les manifestations qui peuvent provenir du mental. Et ça vous permet déjà de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, et après, petit à petit, il y a un phénomène les bouddhistes appellent ça un phénomène de dissolution, en fait, de ces tendances. C'est lié à nos perceptions, en fait, tout simplement. Et si vos perceptions changent, eh bien, le trouble n'a plus de raison d'être. Caroline, comment faire pour ne plus être égocentré? Devenir altruiste. C'est l'antidote. L'antidote, c'est l'altruisme, c'est l'amour, la compassion. Plus vous éveillez votre amour, plus vous éveillez votre compassion, et plus moins vous êtes égocentré. Parce que être égocentré, c'est se préoccuper de soi, d'être juste centré sur soi-même. C'est pas, encore une fois, c'est très différent de prendre soin de soi. Si vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer.
C'est normal que vous vous reposiez. Si vous êtes malade, que vous preniez des remèdes, c'est prendre soin de soi que de prendre des remèdes. C'est de vous aérer un peu l'esprit aussi, de prendre peut-être des vacances pour prendre de la hauteur, vous dépayser, c'est prendre soin de soi aussi. Donc là, il n'y a rien d'égoïste. Mais par contre, quand on est égocentré, que la personne la plus importante au monde, c'est nous, là, on souffre. C'est-à-dire qu'on est en train de créer notre souffrance. Donc c'est quoi l'inverse ? Eh bien, c'est l'amour et la compassion. C'est d'avoir de l'amour pour soi-même, bien sûr, pas un amour égocentré, un amour altruiste, et d'avoir de l'amour pour les autres, pour tous les autres. Pas juste ses proches, parce que ça aussi, ça reste très égocentré. Je l'aime parce que c'est mon enfant. Heureusement, si c'était pas mon enfant, le pauvre, je l'aime parce que c'est ma femme. Bah, heureusement que c'est ma femme, mais si c'était pas ma femme, ça serait terrible, et ainsi de suite. Alors que l'amour altruiste, c'est l'amour pour tous les êtres. Inconditionnel. Inconditionnel, c'est-à-dire même la personne que vous détestez le plus au monde, bien sûr, vous la détestez, mais ça, ce sont vos sentiments personnels. Mais au-delà de votre sentiment personnel, de votre histoire, il a le droit aussi d'éveiller ses qualités humaines et de devenir une meilleure personne, donc d'acquérir plus de bonheur. Ça, c'est l'amour altruiste. Aurélie, comment réussir à être heureuse, sainement détachée, avec une belle hauteur de vue, avec un ado agressif ? Entre parenthèses, enfant adopté à l'âge de 5 ans qui manifeste depuis toujours de nombreux troubles du comportement. Vous savez, les autres, comme je dis, essayez d'imaginer une montgolfière. La montgolfière, elle aspire, il y a de le dire, à monter vers le haut, donc à s'élever. Et qu'est-ce qui l'empêche de monter ? Les amarres, les sacs. Donc on largue les sacs. Ça sont toutes nos perceptions. Et on est toujours rattaché. Ce qui nous empêche, quand on dit c'est mon ado, l'ado m'empêche d'être heureux. Non, c'est pas votre ado qui vous empêche d'être heureux. C'est la relation que vous avez avec l'adolescence. Et il faut savoir, c'est que les situations nous ramènent, c'est dans le bouddhisme, on dit, les événements sont en retour vers soi du passé. Et c'est très intéressant d'essayer d'analyser, ça vaut peut-être le coup, la situation sous cet angle, en se disant, qu'est-ce que ça réveille ? Quelle a été votre adolescence pour vous-même ? Ça pourrait être intéressant aussi. Ou quel est votre rapport à l'adolescence ? Il vous renvoie vers quelque chose de vous-même. Et la meilleure chose, je vais vous raconter une autre histoire. C'est un de mes amis qui pratiquait. Il était venu à mes cours, il avait suivi mes cours, on est devenus amis. Puis à un moment, sa fille a été révélée vraiment gravement malade. Et il était dans tous ses états. Pour lui, c'était extrêmement difficile. Et il m'a demandé ce qu'il pouvait faire. Ce qu'il a dit, je lui ai dit, si tu veux vraiment aider ta fille, parce qu'elle a besoin de toi, il faut que toi, tu te libères de ta souffrance. Parce que sinon, tu fais peser ça dans la balance. Et là, il faut que tu approfondisses la pratique. Bon, heureusement, il avait les outils, il a pu pratiquer. Et je lui ai dit, tant que tu ne seras pas en paix avec la maladie de ta fille, ce sera difficile pour toi d'agir avec calme et de pouvoir l'aider de façon appropriée, d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir... Alors je lui ai dit, je sais très bien, c'est ta fille, vous avez un rapport de proximité, mais c'est pas évident, mais pour toi, c'est peut-être l'occasion justement d'arriver à ce détachement sain pour pouvoir l'aider. Et il a fait ça, il a pratiqué, et ça l'a considérablement aidé. Je lui avais dit, essaye de ne plus voir ta fille comme ta fille, mais comme un être à part entière, qui actuellement souffre d'une maladie, mais d'arriver à suffisamment de détachement pour pouvoir l'aider de façon juste, de façon appropriée. Et donc il l'a accompagnée, comme si c'était, à la limite, la fille de la voisine, mais avec bienveillance, avec amour, avec respect. Et ça a été extrêmement salutaire. Et ça a très très bien marché. Eh bien c'est exactement la même chose. Essayez de prendre suffisamment de hauteur par rapport à votre adolescent, et là, l'amour inconditionnel est une aide. Ne voyez plus votre ado comme votre ado, mais comme un être à part entière. Il est dans la souffrance, il vous provoque, il vient vous chercher, comme on dit souvent, on se cherche, et il vous trouve. La preuve, c'est que ça marche. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça réveille en vous ? C'est Shimenzi Rinpoche qui me disait toujours, les obstacles, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont en nous. Et l'obstacle, il est en vous. Il est dans votre perception, dans votre réaction par rapport à la situation. Donc là, la démarche peut vous aider. Marcel, du Canada. Entraîné pour être à son pic, physique, psychologique, tactique, stratégique et émotionnel, comment intervenir lorsqu'une nouvelle très triste est apprise avant la prestation ?
je pense, une prestation professionnelle ou une prestation... Donc, alors, si je résume, vous êtes bien préparé pour une situation et il vous arrive... Une triste nouvelle une avant triste- la prestation. Oui, mais vous avez oublié dans votre préparation la préparation psychologique aussi. C'est d'anticiper les imprévus, peut toujours y avoir. J'adorais cette phrase de Benjamin Franklin qui disait toujours: je me prépare toujours au pire et j'attends le meilleur, comme ça je suis jamais déçu. Ça a l'air pessimiste, en réalité c'est très très optimiste, parce que on vit dans notre vie comme si rien n'allait nous arriver. Et peut-être que derrière, justement, vous vouliez tellement réussir que vous en avez perdu votre hauteur, votre recul, et l'événement, vous ne l'avez pas vu arriver, la situation. Alors, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi vous répondre, parce que si c'est arrivé, ben maintenant, vous avez besoin de vous en faire, c'est arrivé, et maintenant, à vous de composer avec ce qui est en train de se produire, et de voir comment vous pouvez traiter cette situation avec habileté et bienveillance. Ariane, qui a posé plusieurs fois la question, donc là, elle l'a faite en raccourci. Mon fils est en dépression sévère. Comment le suivre et l'aider sans couler avec? La compassion. La compassion, c'est un rempart. Je pense qu'on ne comprend pas dans notre culture, parce que nous, on est on a cette... comment dire on est vraiment dans l'amour-attachement. C'est-à-dire et justement, comme vous dites, on part avec l'autre. C'est quelqu'un dans les sables mouvants, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on descend avec pour aller l'aider. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça fait deux personnes qui sont en train de se noyer dans les sables mouvants. Votre fils, il a besoin de vous. Il a besoin de vous, et la meilleure façon de l'aider, c'est exactement la même réponse que j'ai donnée tout à l'heure. C'est de l'aimer et de ne plus le voir comme votre enfant, mais d'avoir ce sain détachement, mais comme un être à part entière. Parce que ça vous permettra de le voir et de voir ce qui convient de faire. Et c'est là où c'est le moment vraiment de savoir être là, ou de savoir s'effacer quand c'est nécessaire, de savoir l'écouter quand il convient, etc. Et aussi d'avoir une attitude énergique quand c'est approprié. Et puis évidemment, j'imagine que vous lui avez fait voir, il est certainement aidé d'un point de vue médical ou thérapeutique. En tout cas, je pense que ça vaut peut-être le coup aussi de le faire voir, peut-être par un psychologue, ou s'il peut être aidé, ou peut-être même lui proposer la démarche, lui faire essayer, peut-être que ça lui fera du bien. Oui. Alors, pas mal de questions encore, donc là je prends... Alors, on va en prendre encore une ou deux, parce que sinon... Vous êtes très curieux ce soir, c'est Oui, magnifique. oui, Moi, j'adore oui. vos questions, elles sont géniales. Il y a une petite question pratique, Vas-y. pratico-pratique. Quat, elle demande, il demande, j'ai un contrôle demain, j'ai déjà le stress et j'éprouve des doutes sur moi. Comment me préparer à cela? Ah, il aurait fallu venir avant. C'est quand j'étais en cabinet, il y avait des femmes qui venaient pour préparer leur accouchement un mois avant. Mais je leur dis, attendez, vous allez bientôt accoucher. Il y en a même qui venaient 15 jours avant. Je leur dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut traîner votre esprit. C'est comme si vous disiez, voilà, j'ai une compétition sportive, mais j'ai aucun entraînement. Comment vous pouvez m'aider? C'est pareil, ça se prépare suffisamment avant. Alors, à la limite, ce que je peux vous conseiller pour demain, c'est bien respirer, oxygéner votre cerveau pour pas vous laisser paralyser, et d'avoir le cerveau qui fonctionne à peu près correctement. Mais dans l'idéal, il aurait fallu se préparer un petit peu avant. Moi, je suis intervenu pour les préparations aux examens dans pas mal d'écoles, et on préparait carrément 6 mois avant. Pour être bien prêt, psychologiquement, mentalement, pour que les gens aient suffisamment de hauteur au moment de passer l'examen. Donc, c'est à la limite, pensez à ce que vous... Alors, c'est peut-être juste pour vous, parce que ça risque d'augmenter votre stress. Non, ce n'est pas un bon conseil. Parce que ce que je faisais, moi, en fait, avec les élèves, hein, en fait, je les invitais à me dire quelle était la situation qu'ils redoutaient le plus qui arrive. Et comme c'était 6 mois avant, ça va, ils avaient le temps. Donc, et je leur disais, mais là, maintenant, comme vous n'êtes pas à l'examen, pensez
quelle réponse vous pourriez donner à cette situation. Donc je les invitais à l'autonomie et à voir par eux-mêmes ce qu'ils pouvaient faire pour pouvoir donner ce genre de réponse. Et ça leur permettait d'anticiper des réactions. Alors peut-être que ce soir, pensez à ce que vous redoutez le plus, mais maintenant, pensez à la réponse que vous pourriez donner si ça arrivait. Mais c'est un peu juste quand même pour une préparation à l'examen. Dernière question, je peux... Oui, dernière. Bon. Alors, J. Comment provoquer une prise de conscience d'un fils de 34 ans? Il a du surpoids, des problèmes digestifs, d'allergies, plus perte de cheveux, il a perdu ses valeurs. Donc, comment provoquer une prise de conscience d'un fils de 34 ans sous l'emprise d'une manipulatrice perverse narcissique qui est pire que sa première compagne avec qui il a eu 2 enfants et que je ne peux plus voir ni avoir au téléphone. Que faire? Merci. Oh là là, quel sac de nœuds. Vous êtes en train de me donner un truc. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans votre situation, je n'ai pas assez d'éléments. C'est complexe, c'est très très complexe, mais je dirais que je ne suis pas à votre place, j'ai pas votre sensibilité, j'ai pas tous vos paramètres, j'ai pas tous les paramètres de la situation, donc je serais très mal avisé de vous donner un conseil dans cette situation. Mais tout ce que je sais, c'est que on est plus approprié quand quand on apprend à se gérer soi-même, parce que comme je le répète souvent, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Vos enfants, ils n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de parents heureux. Et en devenant plus heureux, plus accomplis, vous leur donnez un repère. C'est ce repère dont ils ont besoin, vos enfants. Ils ont besoin de savoir qu'on peut construire son bonheur, qu'on peut le réaliser. Mais si on a autant peur pour son enfant, que c'est un peu les situations que je décrivais tout à l'heure. Donc, j'ai pas trop de conseils à vous donner, mais je pense que il faut que vous puissiez trouver la sérénité nécessaire qui va vous donner la hauteur de vue pour agir de façon juste. Parce qu'on ne peut pas provoquer une prise de conscience. La personne, elle est prête ou elle n'est pas prête. Elle est en mesure de le faire. Et si nous, en fait, c'est que parfois, comme on veut trop agir, trop intervenir, la personne en face, elle le sent. Et il faut savoir se retirer quand c'est nécessaire. Pas se retirer, c'est-à-dire, c'est important d'être présent. Mais j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Savoir se retirer, de se faire absent pour permettre à l'autre de venir à nous. Et ça, c'est important. Et ça, c'est parce que vous avez acquis suffisamment de maîtrise de vous-même pour y arriver. Voilà, on va... Pardon. Je pose juste une question, je pense que ça peut faire le lien avec la suite. Comment bien méditer? Est-ce le fait de prendre un ressenti et de comprendre ce à quoi il nous renvoie? Non. Donc, et comme il y a des tests que tu vas proposer. C'est pas ça. Alors, vous allez pouvoir essayer, comme ça vous allez avoir tout de suite la réponse. Vous allez voir, c'est très simple. Tout de suite après la conférence, vous allez pouvoir sauter. On vous donne, sauter sur la page qu'on va vous donner, parce que vous allez pouvoir directement essayer. On va vous laisser essayer, parce que moi, j'ai pas envie que les gens achètent ma méthode juste parce que je les ai séduits. J'ai envie qu'ils suivent cette démarche parce que ça leur plaît, parce que ça leur correspond, parce qu'ils sentent que ils entrent en résonance avec ça, et je pense que c'est important. Là, vous avez une démarche. C'est le fruit de 50 années de pratique de méditation. J'ai commencé la méditation très jeune. J'étais préadolescent. J'ai commencé la méditation. J'ai eu la chance, comme je vous l'ai dit, de rencontrer de nombreux sages de différentes traditions, notamment Shimazu Rinpoche aussi, mais j'ai fréquenté aussi des occidentaux, des êtres absolument exquis qui m'ont appris tout ce que j'ai appris, que j'ai mis en application. J'enseigne depuis 35 ans. Au départ, je ne m'étais pas destiné à enseigner parce que je ne voulais pas. Et les circonstances ont fait que j'étais un peu happé. J'ai commencé à accompagner une personne qui m'envoyait du monde. Je me suis retrouvé avec plein de gens. Et donc là, vous allez bénéficier du fruit de ces 50 années de pratique de méditation et de 35 années d'enseignement dans ce domaine. J'ai répondu dans cette démarche à toutes les questions que vous pouvez vous poser. J'ai essayé de traiter tous les cas de figure, toutes les difficultés, et je vous apporte toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir mettre en application. Vous allez voir, c'est très très riche, c'est très complet. Là, vous allez pouvoir essayer une leçon du niveau 1 et une leçon du niveau 2. Plus tard, on vous mettra aussi une leçon du niveau 3. Mais là, vous allez pouvoir le tester. Mais avant, je vais vous expliquer comment ça se passe. Comment se passent ces cours? Vous allez voir, c'est très construit, c'est très suivi. C'est une démarche qui est très progressive. Vous recevez une leçon par semaine.
entre chaque semaine qui sépare les cours, vous pratiquez. Il y a un point que j'ai oublié de vous dire. Si, je l'ai dit au tout début de la conférence, mais j'imagine il y en a qui sont arrivés en milieu de conférence. Cette pratique, ça se fait dans le plaisir. Quand j'ai rencontré, c'est les bouddhistes qui m'ont appris ça, je trouvais ça extraordinaire, ils parlent de l'effort joyeux. Nous, on associe effort et contrainte. Dans l'inconscient collectif de l'occidental, effort égale contrainte. Ça vous dit rien, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et on a du mal d'appliquer un effort. Et quand on dit aux gens, on va pratiquer tous les jours, ah oui, mais alors il faut pratiquer tous les jours. Mais si je leur dis, est-ce que vous avez 20 minutes de plaisir à vous accorder, là, ça change. Parce que c'est du plaisir. C'est du plaisir, c'est ludique aussi, et c'est très enrichissant parce que vous n'allez pas arrêter d'apprendre, c'est pas juste de la pratique, vous allez apprendre beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui vont vous être données pendant ces cours, vous allez voir, il y a même des personnes, parce que comme c'est 31 clés, si vous faites le calcul, une leçon par semaine, en fait ça vous fait 9 mois, mais 9 mois d'enrichissement, les gens disent « Ah oui, mais 9 mois !» Mais au contraire, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les gens, quand ils arrivent au bout des 9 mois, ils disent « Mais c'est déjà fini !» Parce qu'ils se prennent au jeu, ils adorent, ils trouvent ça génial. Mais c'est pour ça que, dès le départ, moi, j'ai pas envie que tout le monde achète ma démarche, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est des personnes qui ont vraiment envie de prendre leur vie en main, de se donner vraiment les moyens de la rendre plus heureuse, plus épanouissante, plus riche. Et là, vous avez vraiment toutes les clés pour ça. Donc, ne faites pas si vous ne sentez pas. Moi, je suis pas là pour essayer de vous vendre un truc. Je suis là juste pour vous présenter une démarche. Et vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça en détail. Maintenant, comment ça se passe ? Vous recevez une leçon par semaine. Dans chaque leçon, sauf la première, elle est beaucoup plus riche. La première, vous avez une préparation sur 5 CD, je ne dis pas de bêtises. Vous allez voir, c'est un apprentissage du début à la fin. Vous avez ensuite la première leçon qui commence. Donc vous avez une présentation écrite, une présentation audio et un exercice audio. Et donc l'exercice audio, il est là pour vous montrer la marche à suivre de l'exercice. Après, vous pratiquez, normalement, vous pratiquez de manière autonome, seul. Et vous allez voir, encore une fois, c'est très plaisant. Il n'y a aucun rituel qui est imposé, on ne fait pas de mantra, il n'y a pas de position imposée. C'est vraiment tout dans le plaisir et la joie, parce que pour moi, c'est important, parce que ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Je vois à chaque fois les gens, dès qu'ils sont dans la contrainte, ça ne marche pas, alors que quand ils se font plaisir, eh bien, on a de très bons résultats. Parce que vous faites plaisir, comme vous vous faites plaisir, eh bien, vous obtenez des résultats, et comme vous obtenez des résultats, eh bien, vous avez envie de pratiquer. Et c'est comme ça que vous avancez. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et d'étape en étape. Donc, la semaine suivante, vous recevez une nouvelle leçon, présentation écrite, présentation audio. Il faut faire les deux, présentation écrite, présentation audio. Elles se complètent, vous allez voir. L'audio et l'écrit, c'est pas du tout la même chose. Vous avez une écoute très différente, et plus vous allez assimiler ces bases, plus ça va vous permettre de pratiquer correctement. Et d'étape en étape, on vous suit pendant tout le processus. Et là, une fois la démarche acquise, elle vous servira toute votre vie. Vous allez être équipé pour toute votre vie. Et même la plupart des gens, en fait, ils la recommencent. Ils recommencent depuis le début et ils refont. Parce qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'approfondir. C'est comme un livre, en fait. Vous savez, si vous avez déjà lu un livre la deuxième fois, vous dites « Ah, mais il y a plein de trucs que je n'avais pas vus la première fois. » Ben oui, forcément. Vous ne pouvez pas tout capter tout de suite. Et bien, les gens, quand ils reprennent, ils disent « Ben oui. » Et ils reprennent même des fois 3 fois. Je crois qu'il y a une personne qui m'avait dit « Mais moi, je l'ai fait au moins 5 fois, la méthode. » Mais c'est tellement riche. Chaque fois, je découvre. C'est tellement... Et on se découvre, on se redécouvre différemment. Et Nathalie en fait partie, parce que je peux vous assurer, le nombre de fois elle l'a fait, c'est extraordinaire, encore aujourd'hui. Beaucoup dans ma pratique d'accompagnement. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Et pendant toute la démarche, vous n'êtes pas seul, on vous accompagne. Nous sommes là pour vous aider. Moi, j'interviens, je serai là pour vous accompagner, Nathalie sera là pour vous accompagner, Loïc aussi, Fabienne aussi, on est tous là pour vous accompagner, donc vous n'êtes pas seul. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, on a créé un groupe de soutien. Dans ce groupe de soutien, qui est sur Facebook, alors de temps en temps, il y a des personnes qui râlent parce qu'ils disent « Ouais, mais Facebook, moi, j'aime pas, machin. » Bon, écoutez, vous n'êtes pas obligé vous pouvez mettre un pseudo, vous n'êtes pas obligé d'alimenter, mettre vos photos personnelles, vous faites ce que vous voulez, mais il n'y a que Facebook qui propose ce genre de groupe privé où personne ne vient vous embêter. Il n'y a que vous et le groupe, et les gens du groupe qui sont là, parce que c'est filtré pour entrer. On vous pose une série de questions pour vérifier que vous avez bien les cours, pour pouvoir entrer. C'est cette seule condition que vous pouvez entrer dans le groupe. Et là, on a une communauté de plus de 4000 personnes aujourd'hui. Les anciens soutiennent les nouveaux. Et
souvent, mais les anciens, moi je suis épaté, la sagesse dont ils font preuve, on voit qu'ils ont bien intégré la démarche, et c'est extraordinaire. Et nous, on intervient. Moi, j'interviens régulièrement aussi, je réponds à vos questions, mais j'interviens aussi par vidéo interposée. À l'heure actuelle, il y a pas mal de vidéos qui existent déjà que vous pouvez consulter en complément. Donc voilà. On répond à vos mails aussi, si vous nous écrivez. Donc, vous n'êtes pas seul, on est là vraiment pour vous accompagner. La démarche, vous allez la retrouver, vous y avez accès directement sur votre espace client, mais aussi, cadeau, l'appli. Regardez, on vous offre une appli, elle est gratuite. Chez nous, on ne paye pas l'appli. C'est nous qui l'avons payé, hein. Croyez-moi, on l'a payé cher. Hein. Donc regardez dans la colonne, la troisième colonne verte, et bien c'est là vos cours, vous pouvez les consulter directement. Et vous avez l'identique sur votre espace client, c'est la même chose. Et vous avez en complément, vous avez plein de gratuits, vous avez les méditations collectives le dimanche, c'est super complément à vos cours, et ça c'est offert. Vous avez les balades de Bruno, vous avez le mot du jour, enfin vous avez plein de choses qui sont là pour compléter les cours. Donc ça c'est vraiment cadeau. Voilà, on peut retirer. L'appli, elle se télécharge sur votre téléphone, iPhone, Android. On vous donne les liens d'ailleurs direct si vous voulez la télécharger. Sinon, vous tapez sur Google Play ou Apple Store Méditer avec Bruno Lallemand et vous tombez dessus. Alors, si vous voulez commencer, vous pouvez commencer dès ce soir. Alors vous allez me dire, mais combien ça coûte tout ça? Vous allez voir, en fait, nous, notre objectif, comme je vous l'ai dit, moi, mon but, c'est que les gens puissent accéder à ce genre de démarche. J'ai travaillé en cabinet. Moi, déjà, j'avais des scrupules à demander, mais on ne pouvait pas. En cabinet, c'est très difficile. En dessous de 40 euros, et encore, c'était à l'époque. Aujourd'hui, pour arriver à payer ses charges, son loyer, etc., difficile de demander en dessous de 50 euros. Et aujourd'hui, une séance, c'est entre 50 et 150 euros à peu près par séance. Donc, imaginez, vous faites 10 séances, et bien, vous en avez tout de suite pour 500 balles. Donc là, la leçon, 11,29 euros. C'est simplement donné. 11,29 euros la leçon. Vous multipliez évidemment par 31 clés, par 31 leçons qui vous sont données. Donc ça fait au total 349. Pour 9 mois de formation, vous ne trouverez jamais une formation à ce tarif. Aussi complète, aussi riche, aussi détaillée, où vous êtes suivi, vous êtes accompagné et qui vous servira toute votre vie. L'autre avantage que vous avez avec cette démarche, c'est que si vous voulez la refaire plus tard, contrairement à un cabinet, si vous allez en cabinet, vous voulez refaire quelques séances, eh bien vous repayez. Là, vous ne repayez pas. Vous reprenez votre démarche depuis le début et vous serez toujours accompagné de la même façon. Vous bénéficiez du même service, exactement la même chose, vous n'êtes jamais seul. Il y a très très peu de gens qui vous offrent ce service. Nous, on a eu envie d'aller vraiment vers la qualité. Le cours a été travaillé au millimètre, vous allez voir les connaissances que vous allez acquérir, vous n'avez même pas idée, c'est extraordinairement riche, et c'est très complet. Vous avez, pour avoir ce tarif, on va vous faire en plus un cadeau, parce que vous allez pouvoir tout de suite après tester. Si vous commandez dans les 24 heures, regardez ce que vous allez recevoir. Non seulement, si vous commandez sous 24 heures, vous allez payer 11,29 euros la leçon au lieu de 31, mais regardez ce que vous recevez. On vous offre 5 jours de stage en vidéo. C'est extraordinairement riche, normalement, ça vaut 150 euros, on vous l'offre. Il y a des pratiques, il y a des enseignements, c'est très très riche, c'est un super complément. Vous avez un atelier complet, avec 9 vidéos sur la confiance en soi. C'est un atelier que j'ai donné à Paris et on vous l'offre. Là, c'est pareil, c'est à peu près dans les mêmes prix. Vous avez le CD du mois. Tous les mois, vous recevez, alors on dit CD du mois, c'est une façon de parler, c'est en téléchargement, et vous l'avez sur votre appli. Tous les mois, vous recevez un CD, c'est des extraits de stages, d'ateliers, de séminaires que j'ai donnés et qui vont compléter très avantageusement vos cours. Si ça vous intéresse, vous allez sur coursbruno.fr, vous avez 24 heures pour essayer et vous décidez. Et à ce moment-là, vous ne payez que 11,29 euros, donc ça fait vraiment cadeau. Et sinon, si vous voulez prendre votre temps, vous dites, moi, je commanderai plus tard, et c'est pas grave, bon, vous paierez 30 euros, ça reste très raisonnable, mais vous pouvez payer quand vous voulez. Voilà. En tout cas, c'est le cadeau, voilà, enfin, c'est pas un cadeau qu'on fait, c'est une formule, c'est une proposition qui vous est faite, vous êtes libre de la prendre ou pas la prendre. Maintenant,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser avec Dr Cyril Azif-Thomas, parce qu'on avait envie de vous montrer que c'est vraiment du sérieux. Dr Cyril Azif-Thomas, c'est devenu un ami, c'est quelqu'un vraiment que j'aime beaucoup. Il est psychiatre, mais pas seulement ça, il est membre du comité éthique des hôpitaux français, membre du comité stratégie santé mentale France, puis il a plein d'autres titres. C'est quelqu'un qui a une position très importante, et notamment dans l'éthique. Donc, je dirais, on ne peut pas plus meilleure garantie que Cyril. On va vous laisser avec lui pendant quelques minutes. Vous allez découvrir, c'est un homme que j'aime beaucoup, qui est d'une très grande maturité, d'une très grande intelligence. Et il est venu en stage, il a suivi les cours, et il les suit encore d'ailleurs, et il n'en dit que du bien. Et vous allez voir, pour vous, c'est une garantie de sérieux. Et si vous allez sur le site, vous allez voir, il y a une grande quantité de témoignages vidéo, de gens qui suivent la démarche. Voilà, c'est à vous de décider. On vous laisse avec ça. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, sauf une bonne soirée à tout le monde. Voilà. Et puis surtout, profitez bien de ce test. Et puis, voilà. Avec la joie peut-être de vous avoir parmi nos élèves, entre guillemets. Voilà. En tout cas, merci d'être venu ce soir. C'était un vrai plaisir. J'ai adoré vos questions. C'est toujours le même plaisir qu'on a de transmettre ces connaissances. Nous, on n'a qu'un désir, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui accèdent à ce genre de connaissances, parce que c'est tellement libérateur, ça apporte tellement de joie dans sa vie, ça donne un tout autre angle de vue, et je trouve ça extraordinaire. C'est dommage qu'on n'ait pas ça dans nos écoles. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, et peut-être à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ce sont des cours très complets, très complet, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux. C'est des choses qui nous parlent, c'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander. On peut franchement le recommander. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, hein, au sens large. C'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait. C'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire. Et ça, c'est rare. Bruno, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé. Et avec cette méthode-là, ça va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.